Israël a déclaré la guerre totale au Hamas. L'État hébreu est bien décidé à éradiquer l'organisation terroriste. La situation est si grave qu'on ignore encore quelle sera la décision du haut commandement militaire israélien concernant les 200 otages encore captifs à Gaza. Sont-ils toujours prioritaires ou risquent-ils d'être sacrifiés avec l'intervention au sol de l'armée israélienne? On verra bien. Mais la mobilisation de 360 000 réservistes pour consolider les armées de terre, de mer et de l'air envoie un signal préoccupant. Le projet, une invasion terrestre de Gaza. Et ce ne sera pas la première. Ça fait 18 ans que Tsahal s'est retiré du territoire et il y est déjà retourné à 2 reprises. La première fois, c'était en 2009 avec l'opération Plomb Durci qui a duré 2 semaines. La deuxième, c'était en 2014 avec l'opération Bordure Protectrice qui a duré presque 3 semaines. Alors ces 2 invasions, elles ont constitué la riposte de l'État hébreu suite aux tirs à l'aveugle de milliers de roquettes depuis la bande de Gaza contre les populations civiles israéliennes. Pour minimiser les pertes civiles côté palestinien et côté armée israélienne, ces opérations se sont déroulées en dehors des zones les plus densément peuplées. C'est pourquoi les troupes israéliennes n'ont pas pénétré le périmètre de la ville de Gaza et des autres grandes villes. Les soldats israéliens ont surtout pris d'assaut les zones frontalières. Sauf que cette fois-ci, ça risque d'être très différent. Les porte-paroles d'Israël ont déjà fait savoir que cette offensive serait d'une ampleur jamais vue. La portée de cette attaque sera plus grande qu'auparavant et plus sévère. Cela ne sera pas propre. Nous agirons de manière très agressive contre le Hamas. On devrait tous changer de paradigme. Richard Hecht, porte-parole de Tsahal. L'ère de raisonner avec ces sauvages est révolue. Le temps est venu d'anéantir les groupes terroristes Hamas, de l'effacer complètement afin que de telles atrocités ne soient plus jamais commises. Gilad Erdan, représentant d'Israël auprès des Nations Unies. Pour commencer, Israël abandonne le roof knocking. C'est une doctrine militaire qui consiste à tirer une petite charge explosive sur un immeuble pour laisser le temps aux occupants de l'évacuer avant de le bombarder. C'est normalement combiné avec le largage de quelques tracts et des appels de tous les téléphones dans la zone. Sauf que depuis l'attaque terroriste du 7 octobre, les Israéliens ont compris que malgré leurs efforts, la guerre propre, déjà, ça n'existe pas, et en plus, ça ne sert à rien. Bref, il n'y a plus aucun obstacle entre l'armée israélienne et l'invasion de Gaza. Toutes les digues ont sauté. La nouvelle du lancement de l'opération devrait arriver d'un jour à l'autre. Au moment même de l'enregistrement de cette vidéo, on ne sait pas si elle va être outdated au moment de sa parution. C'est le job. Ceci dit, il y a quand même quelques précisions à apporter. Déjà, Gaza est l'une des zones les plus densément peuplées de la planète. Une invasion de Gaza va coûter très cher à l'armée israélienne, que ce soit en matériel ou en vie humaine. Mais ça va aussi coûter très cher à la population palestinienne, prise en tenaille entre l'armée israélienne et le Hamas qui l'utilise comme bouclier humain. En revanche, l'État hébreu, il est menacé de tous les côtés. Déjà le Hamas et le djihad islamique palestinien à Gaza, mais aussi l'Iran. On t'en parle dans cette vidéo. Mais il y a aussi des risques en Cisjordanie et d'attaques depuis l'extérieur. Cisjordanie, l'armée israélienne parvient à déjouer une vaste attaque terroriste. Yémen, un navire états-unien abat des missiles potentiellement vers Israël. Le Hezbollah entre en le Liban dans la guerre, dit l'armée israélienne. La situation est cataclysmique. Dans cette vidéo, on va t'expliquer quelles sont les forces qui menacent réellement Israël. Allez, on démarre. Le Moyen-Orient a toujours été une poudrière et Israël a toujours concentré les tensions, c'est le moins qu'on puisse dire. Cette guerre en tout juste 75 ans, ça fait quand même beaucoup. Sur la carte, en rouge, vous avez les pays qui se sont ouvertement déclarés hostiles à Israël. Ils sont sous influence directe des gardiens de la révolution islamique iranienne. C'est ça la réalité des Israéliens. L'État hébreu est encerclé d'ennemis qui ont voué sa destruction. Au sud, il y a Gaza, avec le Hamas et le djihad islamique palestinien. Les deux groupes sont financés, armés et entraînés par l'Iran. Au nord, il y a le Hezbollah libanais. L'organisation terroriste est très active dans les zones à majorité chiite du Liban, c'est-à-dire principalement au sud Liban
tout près de la frontière avec Israël. Même si le rapport de force est en faveur de Tsahal, il ne faut surtout pas sous-estimer la puissance de frappe et le pouvoir de nuisance du Hezbollah. À la frontière nord-est d'Israël, il y a la Syrie de Bachar al-Assad, dont le régime est très proche de celui des ayatollahs iraniens. D'ailleurs, c'est par la Syrie que transitent les armements iraniens qui finissent entre les mains du Hezbollah. Et finalement, on a l'Irak, où opèrent des milices chiites comme l'organisation Badir ou le Kataïb Hezbollah, toutes deux directement sous contrôle de l'Iran et très influentes sur la scène politique irakienne. D'ailleurs, on t'en parle dans cette vidéo, donc pense bien à t'abonner pour pas louper les prochaines. Donc, ensemble, ces entités forment un front anti-israélien et anti-occidental connu sous le nom d'Axe de la Résistance. Et parmi ses membres, il y a deux organisations très actives quand il s'agit d'attaquer Israël. Vous l'avez compris, on pense bien évidemment au Hamas et au Hezbollah. Encore une fois, on aurait tort de sous-estimer le pouvoir de nuisance du Hezbollah, bien plus puissant que le Hamas. On verra tout à l'heure pourquoi. Actuellement, ces deux organisations représentent la menace la plus importante et la plus sérieuse pour l'État hébreu. On va t'expliquer pourquoi elles sont si dangereuses. Le front gazaoui. Donc, vous avez capté, à Gaza, il y a deux grosses organisations terroristes qui se partagent la lutte armée contre Israël, le Hamas et le Djihad islamique palestinien. La principale différence entre les deux, c'est leur organisation interne. En plus de sa branche armée, les brigades Al-Qassam, le Hamas est aussi une organisation politique, qui est justement celle qui exerce le pouvoir à Gaza. Et derrière le Hamas, ce sont des financements qataris. On parle de plus d'1 milliard de dollars depuis 2012. Le Djihad islamique palestinien, lui, n'a pas de branche politique. C'est exclusivement un groupe paramilitaire qui agit au travers de ces brigades Al-Quds. En revanche, leur objectif à ces deux organisations, c'est le même, la destruction de l'État d'Israël. 23 juin 2023, le guide suprême iranien Khamenei accueille les chefs terroristes du Hamas et du Djihad islamique à Téhéran. نفقات أنا أقول لك أنا إذا بدي أحسب شو دفعوا الإيرانيين للفلسطينيين عبر 30 سنة أنا أقول لك مليارات الدولارات ممكن الناس تستغرب احسبوا شوفوا شو نفق مليارات الدولارات وفي حين دول عربية لا تدفع $100 لما أقول 150 مليون دولار سنويا على حماس اضربهم في 10 سنين قديش بيطلع $1.5 مليار اضربهم في 20 سنة بيطلع $3 مليار هذا حسبة بسيطة مش أنا اللي حطيته هاي لحماس فقط. Bon, maintenant qu'on sait d'où est-ce que le Hamas tire ses sous, comment ses combattants sont armés et entraînés, il y a encore quelques éléments sur lesquels on doit se pencher. Déjà, à quel point le Hamas est-il puissant? Bah, en vrai de vrai, depuis sa création en 1987, le Hamas, il est grave monté en gamme. Au départ, c'était des islamistes radicaux, désorganisés et sans aucun soutien, vu qu'ils s'étaient désolidarisés des frères musulmans. Aujourd'hui, le Hamas, c'est une organisation qui compte 30 000 militants rien que pour sa branche armée. D'ailleurs, plein d'entre eux ont déjà une expérience de combat qui remonte aux interventions israéliennes dans la bande de Gaza en 2009 puis en 2014. On pourrait presque parler d'une armée professionnelle. Si les soldats sont blessés ou tués au front, ils reçoivent le statut de shahid et leurs familles sont généreusement dédommagées. Surtout, ils ont un armement de plus en plus perfectionné. Grâce aux ingénieurs iraniens, le Hamas a réussi à contourner le dôme de fer israélien, son système de défense antiaérien très perfectionné, en tirant des barrages de roquettes extrêmement denses pour saturer les capacités défensives israéliennes. Le Hamas en a aussi profité pour allonger la portée des roquettes et ainsi atteindre les cibles les plus lointaines. Sauf que cette portée supérieure, elle s'obtient au prix d'une imprécision plus grande, vu que les roquettes elles n'ont pas de mécanisme embarqué de correction de trajectoire. De toute façon, le Hamas, il s'en fiche. Il ne vise pas spécialement les bases militaires de Tsahal. Toute victime israélienne, même civile, est un succès, qu'elle soit juive ou arabe. En 2014, le Hamas n'avait pu tirer que 4500 roquettes en 50 jours. En 2021, le Hamas a tiré 4300 roquettes en seulement 10 jours. En 7 ans, voire moins, le Hamas a réussi à multiplier ses capacités offensives par 5. En plus, aujourd'hui, même les grandes villes israéliennes comme Jérusalem, Tel Aviv et Haïfa peuvent être touchées. Mais surtout, le Hamas, il a appris de ses erreurs passées. Depuis 2014,
il dissimule beaucoup mieux ses infrastructures militaires. Actuellement, ces infrastructures, elles sont majoritairement souterraines, soit dans des bunkers un peu partout, soit spécifiquement installés sous des hôpitaux et des écoles. D'ailleurs, ces tunnels souterrains, ils ont été creusés et bétonnés grâce aux aides de la communauté internationale, l'Union européenne en premier lieu. Avant d'être détournés, ces fonds étaient originellement destinés au projet de reconstruction de logements et d'infrastructures. On suppose que c'est une question de priorité. Bref, ces tunnels, ils ont été très utiles au Hamas pour importer des armes de contrebande depuis l'Égypte, ainsi que pour pénétrer en territoire israélien. Et puis, le 7 octobre, le Hamas a fait preuve d'une réelle sophistication dans la préparation de son attaque. D'après les analystes militaires, les combattants du Hamas connaissaient la position des caméras de surveillance et des capteurs de mouvement disséminés le long de la frontière israélienne. Le Hamas a donc réussi à neutraliser ces équipements de surveillance grâce à des systèmes de guerre électroniques et à des drones qui embarquaient des charges explosives. Et si l'issue n'avait pas été aussi tragique pour la société israélienne, on aurait presque pu rire face à l'absurdité des images qu'on a pu voir de la nouvelle force de frappe aérienne du Hamas. Ils ont déboulé sur le festival à bord de paramoteurs. Ça, plus les drones télécommandés qui larguent des explosifs pile poil sur les caméras et les détecteurs de mouvement, une technique fraîchement ramenée du front russo-ukrainien. Franchement, c'est quand même un step-up par rapport aux lancers de ballons incendiaires des années précédentes. Aujourd'hui, le véritable risque auquel les soldats israéliens sont confrontés, c'est celui de la guérilla urbaine. Quand Tsahal pénétrera dans la bande de Gaza, faut pas se leurrer. Les pertes, elles vont être très lourdes. Les combattants du Hamas utiliseront les réseaux souterrains pour attaquer l'ennemi par surprise. Les coups viendront de tous les côtés. Mais au-delà du merdier dans lequel Tsahal est sur le point de s'embourber, il y a un autre ennemi qui inquiète énormément le haut commandement israélien et à juste titre. On vous parle bien entendu du Hezbollah libanais. D'accord, les attaques du Hamas sont fréquentes et tragiques, mais croyez-nous, quand on vous dit que les capacités militaires du Hezbollah sont nettement supérieures à celles du Hamas. Faites bien attention. Le véritable game changer, c'est pas la Palestine. Y a pas photo, un nouveau front libano-israélien serait une catastrophe pour Israël. Mais son ennemi, c'est pas le Liban, c'est le Hezbollah. En fait, cette organisation est un parti politique islamiste chiite. Pour rappel, le chiisme, c'est la même branche de l'islam que celle du régime iranien. Donc le Hezbollah, tout comme le Hamas, il a sa propre branche armée. L'organisation terroriste a été fondée en 1982, durant la guerre civile libanaise qui a démarré en 1975 et qui s'est achevée en 1990. Dès ses débuts, le Hezbollah a noué des liens très étroits avec la révolution islamique iranienne. En fait, le régime des ayatollahs a vu en ce groupe terroriste une opportunité pour étendre son influence dans la région. C'est pour ça qu'ils se sont empressés d'apporter leur soutien, notamment au travers de larges subventions. Certaines rumeurs évoquent même le fait que la création du Hezbollah, qui signifie littéralement le parti d'Allah, aurait été décidée par le grand ayatollah Khomeini en personne. Aujourd'hui, le Hezbollah est tellement incrusté dans le tissu politique libanais qu'il a des députés au Parlement et même des ministres au gouvernement, quand il y en a un. D'ailleurs, il est partiellement responsable de la paralysie actuelle du Liban. Déjà, le Hezbollah est derrière l'assassinat de l'ancien premier ministre Rafik Hariri en 2005 ou même de l'explosion meurtrière du port de Beyrouth en 2020. Ouais, parce que les centaines de tonnes de nitrate d'ammonium, c'est très pratique comme engrais agricole, d'accord, mais c'est aussi très utile pour la fabrication d'explosifs. On comprend mieux pourquoi le Hezbollah a freiné des 4 fers pour empêcher les juges libanais et les experts des Nations Unies de mener leur enquête. Du coup, c'est pas étonnant que ces dernières années, le mécontentement populaire envers la classe politique libanaise et notamment le Hezbollah s'est accentué. Forcément que son poids sur la scène politique libanaise a un peu diminué, mais la branche militaire, elle est restée très puissante. En fait, depuis 89 et les accords de Taïf, le Hezbollah est devenu la seule milice paramilitaire autorisée au Liban. D'après Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah, l'organisation comptait en 2021 près de 100 000 combattants. Après, les renseignements internationaux tempèrent un chouïa cette stat. Selon eux, le nombre réel de soldats du Hezbollah se rapprocherait plutôt des 20 000 combattants réguliers et entre 20 et 30 000 réservistes. Ce qui fait du Hezbollah la force armée non étatique la plus
puissante au monde, à tel point que le Hezbollah est même plus puissant que la propre armée régulière du Liban. Et puis, contrairement à une grande partie des troupes israéliennes, le Hezbollah a une véritable expérience du combat terrestre. En fait, les Israéliens, ils sont très bons dans les opérations aériennes, mais on ne sait pas trop si Tsahal dispose d'une réelle supériorité en combat rapproché. Oui, l'armée israélienne a des unités d'élite, des chars et des blindés très modernes, ceux qui font leur service militaire. Les réservistes, ils n'ont pas été tant confrontés que ça à la guerre de proximité. Les combattants du Hezbollah, en revanche, ils sont des milliers à avoir combattu en Syrie aux côtés des troupes de Bachar al-Assad. Et cette expérience du terrain, elle est inestimable. Alors pourquoi est-ce qu'on pense que l'entrée en guerre du Hezbollah pourrait constituer une véritable menace pour Israël et changer le cours du conflit? Déjà, parce qu'il ne s'agirait plus d'une guerre asymétrique. En cas d'affrontement direct, ce serait comme deux pays qui s'affronteraient frontalement, un peu comme la Russie et l'Ukraine. Le Hezbollah a des capacités bien supérieures à celles des terroristes du Hamas qui roulent dans des Toyota Hilux modifiés dans des ateliers clandestins. L'organisation libanaise dispose, elle, d'une véritable force d'artillerie, de chars et de missiles qui lui sont évidemment fournis par l'Iran. Et on a bien dit missiles. Oui, le Hezbollah a des roquettes, mais les missiles, c'est encore plus létal et c'est aussi nettement plus précis. Donc, d'après le Centre d'études stratégiques et internationales, le Hezbollah dispose d'environ 130 000 roquettes et missiles. C'est énorme. Donc, heureusement pour les Israéliens, une grosse partie de cet arsenal est constituée de roquettes d'artillerie sol-sol portables et non guidées. Mais le Hezbollah possède aussi des missiles antiaériens et anti-navires, tout comme des missiles guidés à moyenne portée pour frapper des cibles stratégiques à l'intérieur du territoire israélien. Surtout que les Iraniens, ils ont fait d'énormes progrès ces dernières années en matière balistique, distance, précision et puissance de la charge explosive. Aujourd'hui, le Hezbollah, il possède une force de frappe beaucoup plus considérable que celle du Hamas, ce qui mène plein d'analystes à la conclusion qu'une entrée en guerre de l'organisation libanaise pourrait vraiment mettre Israël en difficulté. Cette inquiétude, elle est aussi partagée par les alliés de l'État hébreu, d'où ce genre d'initiative. Les États-Unis déploient 12 000 marins au large d'Israël, avec un deuxième porte-avions. 10 navires états-uniens issus des deux groupes d'attaque sont destinés à dissuader un conflit plus large. Le Royaume-Uni envoie des navires et des avions en Méditerranée pour soutenir Israël. Si le Hezbollah déclare la guerre à Israël, ou vice-versa, les capacités défensives israéliennes risquent d'être saturées. Donc le soutien militaire occidental sera nécessaire. Or, ce soutien, les USA et le Royaume-Uni semblent disposés à l'offrir. Mais il se pourrait tout à fait que cette manœuvre soit avant tout destinée à intimider les adversaires de l'État hébreu. Alors, dans les faits, le Hezbollah, il a déjà lancé les hostilités, mais elles restent de faible intensité. On parle de quelques échanges de tirs à la frontière israélo-libanaise. En réalité, c'est le message politique qui est clair. Leur avertissement, c'est le suivant. Si Tsahal entre dans la bande de Gaza, alors ce sera la guerre. Mais pour l'instant, ça ressemble plutôt à ça. Le Hezbollah tire sur des positions de Tsahal et lance un missile sur un char lors des nouveaux affrontements à la frontière libanaise. Le truc, c'est que le Hamas et le djihad islamique palestinien, ils l'opèrent à l'échelle nationale, alors que le Hezbollah, il représente aussi une menace à l'international. Vous ne croyez pas? Allez, quelques exemples pour la forme. Déjà, de l'aveu même de cadres libanais qui recoupent les conclusions des renseignements occidentaux, le Hezbollah serait impliqué dans plusieurs attentats suicides ou dans des affaires d'enlèvement. En 83, le Hezbollah a commis un double attentat suicide qui a complètement rasé le QG des US Marines à Beyrouth. 241 soldats états-uniens ont été tués. Le même jour, le Hezbollah a aussi attaqué une base française, le Drakkar, tuant 58 de nos compatriotes du 1er régiment de chasseurs parachutistes. Toujours en 83, le Hezbollah a commis un attentat suicide visant l'ambassade US à Beyrouth, tuant 63 personnes. Ça, c'était au Liban. Maintenant, à l'étranger. En 92, le Hezbollah a attaqué l'ambassade israélienne à Buenos Aires, en Argentine. Bilan, 22 morts et 240 blessés. Puis, en 94, toujours à Buenos Aires, un attentat à la voiture piégée vise un immeuble où se trouvent les bureaux de plusieurs associations juives. Pas israéliennes, hein. Juives. Bilan, 85 morts et plus de 300 blessés. Plus récemment, en 2012, en Bulgarie, un bus rempli de touristes israéliens a explosé. 7 morts et 32 blessés. Les responsables ?
La Bulgarie affirme que le Hezbollah est clairement derrière l'attentat de Burgas. Bref, les méthodes du Hezbollah sont des méthodes terroristes. Le problème, c'est que l'organisation est mieux financée et mieux structurée que le Hamas. Elle dispose aussi de plus de réseaux et de cellules militantes à l'étranger. Plusieurs cercles de réflexion des think tanks estiment que selon les années, le Hezbollah est financé à hauteur de 100 à 800 millions de dollars annuellement. Voilà comment l'entrée en guerre du Hezbollah pourrait signifier une véritable escalade du conflit, avec comme conséquence potentielle une implication plus poussée de l'Occident d'un côté et de l'Iran de l'autre. Alors l'armée israélienne, elle reste plus puissante, mais elle essuiera quand même de lourdes pertes. On parle de centaines, sinon de milliers de morts, de la paralysie totale de l'économie israélienne et de millions, voire de milliards de dollars de dégâts matériels. Voilà, pour nous, c'est tout pour l'instant. Maintenant, c'est à ton tour. À ton avis, le Hezbollah, il va ou pas déclarer la guerre à Israël? Et le Hamas, est-ce qu'il va réussir à survivre à l'intervention imminente de Tsahal? Laisse-nous ton avis dans les commentaires, fais tourner à tes potes et à très vite pour plus d'actu. Yallah.